2 cette année-ci chez nous, donc forcément on roule et on aime bien l'ambiance souterrain, j'aime bien l'ambiance de ces 24 heures, ça va être très sympa. On parle justement l'an prochain d'un championnat d'Europe d'endurance souterrain, le président de la Fédération française nous l'a annoncé tout à l'heure. Je pense que là les Belges seront en force et pourquoi pas ne verrons-nous pas l'an prochain en Bretagne, justement vos champions du monde. Oui absolument, je crois que ce serait une bonne idée de mettre un championnat d'Europe ou un championnat du monde, enfin au début un championnat d'Europe. Je pense que dans tous les pays, en Hollande aussi et dans tous les pays d'Europe, on a quand même pas mal de bons pilotes en Espagne et il faudrait que ces pilotes puissent se rencontrer sur différents circuits, c'est une très bonne idée je crois. Très bien Marc, vous prenez le guidon tout de suite hein? Mais non, je vais rouler d'ici une demi-heure, donc je vais tourner dans le stand, voir comment ça se passe. Et assurément, tout à l'heure, quand il prendra le guidon, son bel habit blanc ne sera plus tout à fait blanc. Je vous rappelle qu'en tête, Olivier Perrin mène la danse. C'est lui, devant avec sa KTM, devant une autre KTM. Et regardez, quand on met tout au taquet, jusqu'où on peut aller. Et ça va très fort pour Olivier Perrin qui a décidé de creuser l'écart et de le creuser définitivement. Le pilote que vous avez vu lever le bras faisait signe à son stand qu'il allait s'arrêter d'ici peu de temps. Vous découvrez la KTM 250 cm3 de Serge Ringenbach. Qui est un CRS. Qui est un CRS. Et il ne faut pas oublier que le club motocycliste de la police nationale est associé à l'organisation de ces 24 heures de Bretagne, je crois. Et d'ailleurs, il y a une de leurs motos qui est classée actuellement 7e. Il s'agit de la numéro 14. Il s'agit d'une Husqvarna encore, alors que vous avez vu passer le second, c'est-à-dire le dossard numéro 7, Bruno Van Orebeck, qui est donc en 2e position sur une KTM, 2 KTM en tête. Et la 3e, c'est une Husqvarna. On négocie les virages à sa main et comme l'on peut. Et on attend toujours les Américains qui sont actuellement 4e. Ils étaient 5e, oui Jean-Jacques, mais ils sont en train de remonter. Je pense qu'ils sont maintenant 4e. Avec aux commandes maintenant Randy Morales. Je vous rappelle que KTM a mis le paquet en prenant 4 Américains. 4 Américains qui ne sont pas des inconnus, Jean-Jacques. Non, tout à fait. Ils viennent tous de Californie et ils se sont tous singularisés dans les fameuses Baja, la Baja mexicaine et les 1000 kilomètres où ils ont remporté plusieurs fois. Le plus connu ici, c'est bien sûr Dany Laporte. Dany Laporte qui a déjà participé, qui a déjà couru pour ces 24 heures de Bretagne et qui lui est un spécialiste du stade de Pardon Jean-Jacques, je vous interromps parce que sur notre écran, nous voyons apparaître Husqvarna classée juste derrière les 2 KTM, celle de Laurent Pidou qui doit être pilotée par maintenant Jean-Paul Charles. Oui, c'est ça. Il est très connu en France, Dany Laporte, Jean-Jacques. Oui, absolument. C'est quelqu'un que vous connaissez bien aussi, je crois. Il a été un des premiers à importer le Stadium Cross, le cross en salle précisément. Et il est très spectaculaire. Là, on n'a pas l'occasion de le voir parce qu'il n'y a pas tellement de creux, de bosses, mais c'est un pilote qui saute très haut. Et quand on le regarde dans les crosses, dans des circuits comme celui d'Issindic par exemple, en Bretagne, puisque nous sommes en Bretagne, là, il aurait fait merveille. Et très beau pilotage de Jean-Paul Charest, hein, que l'on suit de bout en bout. Il remonte les concurrents attardés. Vous voyez qu'il y a une difficulté quand même pour ces pilotes qui jouent la gagne, de se frayer un chemin à travers les équipes attardées. Celui-ci en fait partie des attardés. Vous avez vu qu'il regarde derrière pour voir s'il ne gêne personne. Mais ça, c'est l'une des bonnes choses de ces 24 heures de Bretagne qui sont ouvertes bien sûr aux grands pilotes internationaux, mais aussi à tous ceux qui veulent côtoyer les grands. Vous avez vu une Cagiva Ducati, qui était pilotée par Benedott, qui est classé au-delà de la 10e place. Et tous ces gens que vous voyez sur votre écran sont des attardés. Vous avez vu passer la numéro 24, c'est l'équipe, le seul équipage féminin avec Odile Girardot. En tête donc 2 KTM, suivi par Husqvarna. Tout à l'heure Marcel Sora vous disait qu'il avait envie de renouer avec la victoire pour son retour ici aux 24 heures, mais ce sera très difficile. Une Suzuki
sur votre écran, celle de Jean-Marie Doublet, de Gilles Azenieki et Patrick Leprince. Suzuki n'est pas ici officiellement. On peut le regretter. Suzuki n'a jamais gagné ici, Jean-Jacques. Seul Kawasaki, Yamaha, KTM et Husqvarna ont gagné ici. Quand vous parlez d'équipage féminin et que vous dites le seul équipage féminin, je crois qu'il faut quand même signaler, comme nous le disait la pilote tout à l'heure, Jean-Claude Virfeu, il y a encore 2 sœurs, les sœurs Gilbert, qui sont à leur 4e édition des 24 heures de Bretagne et qui malheureusement n'ont pas trouvé, je crois, de coéquipières et qui ont dû s'associer à 2 pilotes hommes et qui ont constitué un équipage mixte. C'est un peu dommage. Non. Pardon. D'autres KTM que vous avez vu apparaître sur votre écran, alors que là vous aviez suivi la moto Honda de Bertrand Pellard. Honda qui n'a jamais gagné ici aux 24 heures de Bretagne, qui avait fait une apparition tout à fait officielle l'année dernière, mais Honda n'ayant pas gagné, eh bien n'est pas revenu cette saison. Peut-être qu'il se prépare pour d'autres saisons, car ces 24 heures, il faut bien l'avouer, c'est quelque chose de très très spécial, Jean-Jacques. C'est un investissement financier énorme pour les firmes qui veulent engager des équipages officiels, et c'est aussi un investissement pour les pilotes qui sacrifient beaucoup de temps. Dans 3 minutes, nous irons vers les KTM avec Jean-Claude Virfeu. Les KTM de tête que nous suivrons au ravitaillement. Je rappelle que ces 2 KTM sont pilotés par Olivier Perrin et qui, mon cher Jean-Jacques? Philippe Gay, Jean-Luc Fouché et Patrice Boniface pour la première équipe. Merci, vous avez sauvé ma virgule là, voyez-vous là. Alors l'autre KTM qui est en tête, c'est la numéro 7, est piloté par Bruno Van Orebeck. Et bien il était temps, vous m'avez sauvé d'une belle virgule là. Et Husqvarna, numéro 4, est toujours sur les talons des 2 KTM. Elle est pilotée, je vous le rappelle, par Laurent Pidou. Et apparaît dans les 8 premiers une Honda, celle d'Olivier Chalin. C'est un équipage breton, comment on dit, un équipage local. En tête maintenant, après 3 tours, on nous donne le classement officiel, mais ce n'était fait que sur 3 tours. Après 3 tours, le classement officieux, puisque maintenant c'est Olivier Perrin qui est passé d'antenne, donnait Bruno Van Orebeck en tête, devant la Husqvarna numéro 4, et l'autre Husqvarna de Stéphane Peter Hansel. Et la Honda de Jean-Michel Biquet était en 4e position. Oui, vous voyez, les temps s'affichent là, Loïc. Ils ont parcouru 3 tours en 25 minutes 27 secondes. Ça laisse supposer, à raison de 8 minutes au tour, que la vitesse n'est pas très élevée si l'on regarde les résultats faits par les jeunes pilotes des 6 heures hier, qui ont tourné pour les vainqueurs en 7 minutes et 30 secondes. Et la numéro 1 que vous aviez vue en 5e position, c'est la KTM des Américains, menée par Danny Laporte. Danny Laporte qui est leur chef de file. Et voici la numéro 2 qui est, elle, et maintenant officieusement en tête. C'est elle d'Olivier Perrin qui vient d'entrer au stand. Oui, Jean-Claude, oui. Et voici Olivier Perrin qui entre au stand. Oui, je vous laisse en sa compagnie. Voilà. Là, il a l'air fatigué, Olivier. Il a le visage souillé de boue. On fait le plein d'essence. Là, en quelques secondes, on va balancer 7-8 litres d'essence dans le réservoir. Un mécanicien vérifie, l'habit fauché vérifie le change de filtre à huile. Pardon, le filtre à air. Un tour de main, c'est fait. Voilà, c'est prêt. Jean-Luc Fouché s'apprête à repartir. Voilà.
ne panique pas. Jean-Luc recule la moto. L'ancien champion de France de cross 125. Un coup de kick, ça part. Et l'opération a duré 40 secondes, voilà. Et tout de suite, aussi sec, là, l'autre KTM est attendu, celle de Dany Laporte. Jean-Claude, est-ce que vous avez avec vous Olivier Perrin? Olivier, je vais voir Olivier Perrin, il est au fond du stand pour l'instant. Donc en tête, Stéphane Peterhansel devrait avoir repris la tête. Celui que vous voyez à gauche de votre écran, filer fond de taquet, prendre son gauche après la ligne droite, devrait être en tête maintenant de ces 24 heures de Bretagne, ici un attardé. Olivier, oui. Voilà, vous êtes là, qu'est-ce qui vous arrive là? D'où vous sortez là? Je sors d'un enfer. Pourquoi un enfer? Parce que le circuit, malgré que ce soit le début de la course, est déjà très défoncé et qu'il y a des nuages de poussière par endroits et on passe à travers, quoi. Ça vous promet un drôle de calvaire pour cette nuit, ça? Ouais, je pense que cette nuit, ça va vraiment être l'enfer, comme je le disais tout à l'heure, parce que ça va se défoncer davantage et au manque de visibilité qu'apporte la nuit, il faudra ajouter la poussière soulevée par les autres et là, effectivement, ça va s'avérer vraiment très difficile. Alors parlez-nous un petit peu de ces premiers 3 quarts d'heure de course là. Vous avez été un petit peu piégé au départ Ouais, j'ai raté mon coup de kick hein, parce que c'est très excitant cette forme de départ. J'en fais qu'une fois par an. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve cette épreuve parce qu'elle est vraiment originale. Comme le dit M. Carvela, c'est une course unique au monde. Et le départ déjà en lui-même est très particulier. J'ai raté mon coup de kick. Ce qui fait que j'ai été précédé par quelques concurrents qui m'ont copieusement arrosé, qui m'ont détruit ma visière. J'ai dû quitter mes lunettes et j'ai dû attendre pour les doubler. Et ensuite j'ai eu des crampes aux avant-bras, ce qui fait que j'ai creusé un écart que je juge assez léger. Vous avez comme 5 tours sans lunettes? Comme ouais, 5 ou 6 tours, la totalité du relais, hein, quasiment. J'ai dû boucler un tour avec mes lunettes seulement. Ouais. Alors on dit que à plus balai aujourd'hui vous appelez Monsieur 100%, vous êtes venu 2 fois 24 heures de Bretagne, vous avez gagné 2 fois, c'est la 3e. Bah, j'espère bien, on dit jamais 203 et j'espère que je vais pas mentir. Je vais pas faire mentir ce proverbe, mais on en est à la première heure de la course. Alors avec une course comme ça et surtout les difficultés qui s'annoncent, je pense qu'il va y avoir des rebondissements et que si on gagne, ça ne se passera pas de toute façon comme ça s'est passé au premier relais, c'est-à-dire sans incident, sans alerte, sans frayeur. Ce sera dur pour tout le monde, y compris pour le vainqueur. La moto va bien, c'est une 350 cm3, je crois. Pourquoi une 350 plutôt qu'une 500? Eh bien, c'est tout d'abord pour imposer un peu cette moto sur le marché. C'est une cylindrée qu'on voit peu en France. Et bon, pour prouver aussi qu'on n'a pas besoin avec une KTM d'une 500 pour triompher. On l'a déjà prouvé l'an dernier. Maintenant, il faut confirmer non seulement la compétitivité, mais la fiabilité de cette moto. Et j'espère que tout se déroulera pour le mieux. C'est une moto de série que l'on peut trouver dans le commerce, qu'on peut acheter dans le commerce? Quasiment, mis à part les petites modifications propres à cette course, c'est-à-dire des rapports de boîte et bien entendu un éclairage un petit peu plus poussé qui serait superflu pour un client normal. Mais sinon, c'est une moto absolument de série. Ouais. Merci. Bien en tête après l'arrêt au stand d'Olivier Perrin et de Bruno Van-Rebeek, on devrait trouver en tête la Husqvarna de Stéphane Peterhansel. Et les Husqvarna d'ailleurs devraient avoir pris les 2 premières places. Alors que vous avez vu sur votre écran la 3e KTM, celle de Dany Laporte, celle des Américains, qui doivent naviguer en 3e position. Oui, que justement je suis près de Dany Laporte et près de Randy Morales. Dany vient juste de rentrer, il transpire également, il est couvert de la sueur mélangée avec la poussière. C'est plus difficile, Dany? Pas difficile, mais beaucoup de poussière. Et moi départ pas bon. Et jamais test KTM. Première fois KTM. Et première 5 tours, calme, très calme. Après, plus vite. Plus vite. Plus vite, Dany est remonté. Maintenant, c'est Scott Arden, le roi de la bâche mexicaine, qui a pris le guidon. Voilà, alors quand Dany Laporte vous dit 4 tours calmes, comprenez 4 tours très mouvementés. Et quand il dit qu'il attaque ensuite, alors là c'est époustouflant. C'est le rythme du Grand Prix. Voilà, n'oublions pas qu'il a été champion du monde voilà, encore en 1982 et que Dany n'a rien perdu de son talent, de son attaque. Bien, et vous avez donc vu plusieurs... alors nous avons après toujours 3 tours. Nous avons toujours le classement provisoire après 3 tours, mais bien sûr après l'arrêt au stand des